de la pauvreté, de l'exclusion, des inégalités. Ce sont des questions qui ne relèvent pas des prérogatives du Conseil de sécurité. Il y a 3 semaines, nous avons constaté, dans cette même salle, la nécessité impérieuse de réagir à la situation en Haïti. Nous l'avions dit lors de la séance, aux côtés des États-Unis, nous travaillons sur des projets de résolution qui ont déjà été évoqués par ma collègue des États-Unis, des projets soumis à l'examen des membres du Conseil de sécurité afin de mieux réagir à la réalité complexe en Haïti. Premièrement, afin de créer un régime de sanctions qui se concentre sur les auteurs des violences et de l'instabilité. Un régime qui prévoit également un embargo sur les armes afin d'éviter que les bandes criminelles ne puissent les obtenir si facilement et les utiliser en toute impunité. Que cela soit clair, il ne s'agit pas de sanctionner le gouvernement haïtien. Il s'agit de sanctionner ce qui porte atteinte à la gouvernance en ayant recours à la violence et en terrorisant la population civile. Je vous remercie tous et toutes de vos commentaires et nous espérons que très rapidement nous arriverons à ces 2 textes pour que le Conseil de sécurité puisse s'exprimer d'une seule voix. Monsieur le Président, à la suite de la résolution 2645, le secrétaire général a formulé ses recommandations sur la façon de faire face à la crise de sécurité en appuyant les autorités haïtiennes. Il nous a invités à réagir de toute urgence à la demande du gouvernement haïtien afin de faire face à la crise humanitaire et aux questions fondamentales telles que l'acheminement de denrées alimentaires, d'eau potable, de carburant, ainsi que d'articles sanitaires ô combien nécessaires face à la nouvelle flambée de choléra. Il faudra répondre à cette demande en étant conscient de notre grande responsabilité. Il faudra répondre avec diligence pour que la décision du Conseil de sécurité corresponde à la demande formulée par le gouvernement d'Haïti. Une réponse efficace qui évite de reproduire les erreurs d'hier. Le Mexique, quant à lui, continuera de coopérer étroitement avec le peuple et le gouvernement haïtien dans le cadre de notre coopération avec la police nationale d'Haïti. Nous renforcerons la formation des forces armées haïtiennes dans notre centre d'entraînement des forces spéciales. Il y a quelques jours, un nouveau contingent haïtien est arrivé au Mexique afin d'être formé par la garde nationale. Et bien entendu, nous allons revoir à la hausse notre aide humanitaire. Très chers collègues, les besoins en Haïti sont immenses. Nous lançons un appel à tous les États afin qu'ils participent au fonds commun créé par le Canada afin de soutenir la population haïtienne. Il est indubitable qu'en plus de la riposte de la communauté internationale avec le soutien de l'ONU, tous les acteurs politiques en Haïti se doivent d'agir de façon responsable. C'est la seule façon de surmonter cette crise qui n'a que trop duré. Il est capital d'instaurer la confiance sur le plan interne et international. Le dialogue entre toutes les parties et le progrès tangible de ce dialogue permettrait d'envoyer un message fort dans ce sens. Merci. Je remercie le représentant du Mexique de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à saluer la présence aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Je voudrais également remercier
la représentante spéciale Lalim de son exposé. Cet exposé correspond aux descriptions des personnes sur le terrain qui décrivent la situation en Haïti comme étant extrême. C'est un enfer sur terre, un enfer créé par des bandes criminelles parasites qui profitent d'un vide politique, institutionnel et sécuritaire et qui n'ont que du mépris pour le peuple haïtien. Je me concentrerai sur 3 questions essentielles. Premièrement, les signalements de violence en Haïti, notamment violences sexuelles et fondées sur le genre, qui sont source de vives préoccupations. Le rapport du HCDH est effarant. Pour le peuple haïtien, notamment les femmes, les filles et les garçons, c'est la réalité. Viol collectif, mutilation, exécution, des personnes brûlées vives. La violence et les exactions des gangs n'ont qu'augmenté au cours des dernières semaines dans une impunité générale. La communauté internationale ne peut laisser Haïti faire face à ce défi sans précédent seul. Nous appuyons l'appel lancé par le secrétaire général pour qu'un soutien d'urgence soit apporté à la police nationale haïtienne sur la base de la demande du gouvernement haïtien. Nous sommes prêts à travailler avec nos collègues sur un projet de résolution en appui à la sécurité dans les jours à venir. Nous travaillerons avec les membres du Conseil pour créer un régime de sanctions prenant pour cible ces bandes criminelles. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'Irlande est vivement préoccupée par la confirmation selon laquelle pour la première fois des milliers de personnes à Haïti font face à des niveaux catastrophiques de famine. IPC5, il ressort des rapports sur Haïti que la famine provoquée par le conflit fait des morts, les familles rurales, des communautés urbaines assiégées et une population carcérale trop nombreuse meurt de faim, d'un manque d'eau, faute de soins médicaux. De plus en plus de vies sont imputables également, pertes en vie humaine sont imputables au choléra. Ce sont des tragédies que l'on aurait pu éviter, qui sont le résultat de blocus de violence, de destruction de l'aide humanitaire qui aggravent les vulnérabilités existantes d'Haïti, découlant des chocs climatiques ou catastrophes naturelles. Nous condamnons toute ingérence avec une aide humanitaire qui pourrait sauver des vies. Les personnels humanitaires ne devraient jamais être pris pour cible. L'accès aux populations vulnérables doit être garanti pour éviter des pertes en vie humaine. Troisièmement, Monsieur le Président, il y a 3 semaines, lorsque le Conseil s'est réuni pour la dernière fois sur Haïti, les éléments d'un règlement politique négocié semblaient possibles. L'accord semblait être à portée de main. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas plus proches d'une solution que nous ne l'étions en septembre. Nous restons vivement préoccupés par l'absence de progrès sur le volet politique. Nous exhortons toutes les parties prenantes à mettre de côté tout autre intérêt et à convenir d'une marche à suivre dans l'intérêt de la population haïtienne. L'Irlande continue d'espérer que malgré cette triste réalité, la volonté politique prévaudra pour que les mesures clés puissent être prises. Il n'y aura pas de sécurité et de stabilité en Haïti sans des institutions qui fonctionnent et sans un règlement politique durable et inclusif dirigé par le peuple haïtien avec appropriation nationale. Le peuple haïtien ne peut plus tenir. Ce chaos doit cesser et toutes les parties prenantes en Haïti doivent assurer leurs responsabilités et ramener la stabilité en Haïti pour sa population. La communauté internationale et le Conseil doivent répondre à l'appel à l'action urgente. Nous n'avons pas de temps à perdre. Merci. Je remercie le représentant de l'Irlande de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Inde. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie à mon tour la représentante spéciale du secrétaire général de ses commentaires et je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et au représentant permanent du Belize. Qu'il me soit également permis de remercier l'observateur permanent de l'Organisation de la francophonie de sa participation à nos travaux. Lors de notre dernière réunion sur Haïti, il y a 3 semaines, nous avions dit notre préoccupation face à la situation politique et sécuritaire qui reste précaire. Nous sommes profondément troublés de constater l'absence d'amélioration. L'impasse politique est exacerbée par la stagnation économique et par une grave situation humanitaire. Une flambée récente de choléra à risque d'aggraver encore la situation. La violence en bande organisée, les enlèvements, notamment dans la capitale de Port-au-Prince, n'ont fait que contribuer davantage à l'insécurité. Les programmes onusiens sont suspendus en raison de blocages, de manifestations et de manque d'accès au carburant. Nous suivons de très près la situation des citoyens indiens
dans des zones de violence, et ce depuis notre ambassade en République dominicaine. Nous avons pris bonne note de la lettre des autorités haïtiennes demandant le déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée afin de faire face aux crises sécuritaires et humanitaires, et notamment la flambée de choléra. Nous avons également pris bonne note de la réponse très rapide du secrétaire général qui, dans une déclaration publiée le même jour, a exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil de sécurité, à se pencher de toute urgence sur la demande faite par le gouvernement haïtien. Nous restons d'avis que la solution sécuritaire en Haïti doit être dirigée par les Haïtiens avec appropriation haïtienne. Le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne doit rester la priorité. Au mois de juillet, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2645 du Conseil de sécurité renouvelant le mandat du BINU d'1 an. À l'époque, nous avions travaillé avec d'autres délégations afin de proposer de revoir à la hausse le nombre d'unités de police et d'unités pénitentiaires, et nous travaillons encore avec les porte-plumes sur ces questions. Nous restons d'avis qu'il n'y aura pas de règlement politique, socio-économique et sécuritaire sans la participation des parties prenantes haïtiennes et le soutien de leurs voisins. Nous saluons l'engagement des partenaires régionaux de la CARICOM et du voisin d'Haïti, la République dominicaine, sur des questions essentielles telles que le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne ainsi que le contrôle des armes légères et de petit calibre en Haïti. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de consentir des efforts aux côtés d'Haïti et des partenaires internationaux avec le Conseil de sécurité pour inverser la tendance actuelle. Nous avons des liens de longue date avec Haïti et sa population. Par le passé, nous avons contribué au renforcement des capacités et initiatives de formation en Haïti. Nous sommes prêts à faire de même alors que nous cherchons à aider nos frères et sœurs d'Haïti alors qu'ils en ont plus que jamais besoin. Merci. Le représentant de l'Inde de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens à remercier la représentante spéciale du secrétaire général Hélène Lalime de son rapport exhaustif. Je salue également la présence de Monsieur Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti, de Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, représentant permanent du Belize, et l'observatrice permanente de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a moins d'un mois, le 26 septembre, nous avons organisé des séances d'information sur la situation en Haïti, auxquelles ont participé l'ONUDC et le PAM. Lors de la réunion, une fois de plus, nous avons été informés de la situation désastreuse dans le pays, exacerbée par la pénurie de carburant à Port-au-Prince en raison des activités criminelles, avec de graves conséquences humanitaires pour Haïti. Nous sommes préoccupés de voir que la situation risque de se détériorer davantage. Sur le volet politique, les pourparlers n'ont pas progressé. Et il semblerait que l'accord entre les principaux groupes politiques s'éloigne. Pire encore, l'actuelle flambée de choléra en Haïti, si elle n'est pas contrôlée rapidement, risque de faire encore plus de morts. Le Conseil de sécurité doit agir pour aider le gouvernement haïtien à reprendre le contrôle de la situation et à éviter toute escalade. Lors des négociations sur la résolution 2645, qui ont renouvelé le mandat du BINU, un dialogue fructueux a été engagé entre les membres du Conseil de sécurité. Et grâce à cela, aujourd'hui, nous travaillons sur une nouvelle résolution qui permettra de mettre en œuvre les dispositions prévues dans la résolution 2645, notamment concernant l'interdiction du transfert d'armes légères et de petit calibre, ainsi que de munitions aux acteurs non étatiques en Haïti, et concernant l'imposition de mesures telles qu'un gel des avoirs, une interdiction de déplacement à l'encontre des auteurs de violences en bande organisée. Alors que nous négocions sur cette résolution, nous voulons veiller à ce que de telles mesures, si elles venaient à être adoptées, n'auront aucune conséquence humanitaire néfaste pour la population civile. Élaborer des critères d'inscription sur les listes, des conditions, des mécanismes de levée des
sanctions, de dérogations humanitaires sont autant d'éléments essentiels pour garantir l'efficacité du nouveau régime de sanctions. Nous attendons avec intérêt d'examiner le deuxième projet de résolution annoncé aujourd'hui par les porte-plumes. Monsieur le Président, nous avons pris bonne note des options présentées par le secrétaire général dans sa lettre du 9 août afin d'améliorer la sécurité en Haïti. Nous avons pris bonne note de l'appel lancé par le gouvernement haïtien afin d'accueillir une force armée spécialisée afin de contrôler la crise humanitaire dans le pays. Il nous faut réfléchir à la meilleure façon de venir en aide à Haïti. Le Brésil a de longue date contribué à la paix, au développement et à la stabilité en Haïti et continue d'appuyer sa population. Le Brésil est d'avis qu'outre les mesures sécuritaires, le progrès socio-économique en Haïti est essentiel pour faire face à cette crise de façon efficace et durable. Nous réitérons donc notre position selon laquelle Haïti pourrait profiter d'une participation à la CCP pour débattre des voies et moyens de renforcer ces institutions et d'échanger des idées sur les expériences faites par d'autres pays qui se confrontaient à des difficultés économiques et politiques comparables. En tant que partenaire de longue date, nous nous félicitons du fait que les deux grands projets de coopération brésiliens en Haïti s'achèveront en 2022. En termes de coopération bilatérale, 3 hôpitaux fonctionnent d'ores et déjà et contribuent au système de santé haïtien. Un centre de formation professionnelle sera bientôt inauguré à l'Écaille. D'ici la fin de l'année, le Brésil versera 650 000 $ au fonds pour la reconstruction du sud de la péninsule d'Haïti, durement touchée par un séisme en 2021. Monsieur le Président, une fois de plus, nous exhortons tous les acteurs politiques haïtiens à participer de façon constructive au dialogue actuel et à se mettre de toute urgence d'accord sur un règlement politique, un règlement dirigé par les Haïtiens est essentiel pour endiguer les violences, permettre la reprise du bon fonctionnement des institutions haïtiennes et ouvrir la voie à des élections libres et régulières dès que la sécurité le permettra. En conclusion, je vous dirais que le Brésil reste très attaché à Haïti et au peuple haïtien. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Brésil de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Kenya. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des A3, Gabon, Ghana, Kenya. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général de son exposé. Nous saluons la participation de son Excellence Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, son Excellence Monsieur Roberto Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, et le représentant permanent du Belize, ainsi que son Excellence Madame Iphigenia Conto Leontos, observatrice permanente pour l'Organisation internationale de la francophonie près les Nations unies. Monsieur le Président, nous, membres africains du Conseil de sécurité, avons toutes les raisons d'être profondément troublés par la situation en Haïti. Vu le manque de sécurité généralisée, la détérioration croissante de la situation humanitaire et de santé publique, vu l'absence de cohésion politique, nous reconnaissons des facteurs historiques dont nous avons également eu à pâtir. Depuis notre dernière réunion, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle s'est détériorée. À nouveau, nous lançons un appel à l'action, une action qui soit acceptée par Haïti pour prendre des initiatives sur le plan humanitaire, politique et sécuritaire dirigées par les Haïtiens. Nous exhortons le gouvernement haïtien, les partis politiques et la société civile à travailler sans tarder pour sortir de l'impasse politique, à traiter de l'insécurité, du rétablissement de l'état de droit, de l'aide humanitaire et du secours économique. Le dialogue doit
permet d'aboutir à une démarche commune pour engager les réformes politiques nécessaires à la tenue d'élections libres et régulières. Il faut faire en sorte que le dialogue soit inclusif avec une forte participation des femmes et des jeunes. Toutes les parties prenantes doivent réagir à l'urgence de la situation. Une absence d'accord risque d'hypothéquer la situation sécuritaire et humanitaire qui pourrait échapper à tout contrôle et la population haïtienne, notamment les plus vulnérables, devront en payer un lourd tribut. Et cela complique la situation pour les acteurs extérieurs bien intentionnés qui ne peuvent apporter l'assistance dont ont tant besoin des millions d'Haïtiens. Le peuple haïtien ne doit pas être seul. Nous les invitons à utiliser les instruments disponibles grâce aux organisations régionales, notamment la CARICOM. Voilà pourquoi nous saluons l'engagement pris par la 43e réunion de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM du 3 au 5 juillet au Suriname. Nous exhortons l'Union africaine et les États africains à travailler avec la CARICOM pour appuyer Haïti. Monsieur le Président, les A3 sont profondément préoccupés par la résurgence des violences et l'impunité des bandes criminelles. Nous saluons le courage et les efforts dévoués de la police nationale haïtienne pour remédier à la situation. Mais la violence en bande organisée, la violence sexuelle et fondée sur le genre et les enlèvements perdurent encore et toujours. Nous condamnons catégoriquement tous ceux qui entravent la distribution d'aliments, de carburant et entravent par là même l'accès commercial et humanitaire, ce qui conduit à des pénuries alimentaires, pénuries en eau, en électricité et autres services de base. Si la situation perdure, cette urgence ne fera que s'aggraver. Les A3 saluent la demande faite par le gouvernement haïtien pour obtenir un soutien international afin de contrer les bandes criminelles et de rétablir une situation normale. Nous saluons la lettre du secrétaire général détaillant les options et nous réitérons notre appel en faveur d'un soutien international pour contrer la violence en bande criminelle et pour renforcer les capacités de la police nationale haïtienne. Nous sommes conscients qu'Haïti a fait une expérience difficile et tragique en termes d'intervention extérieure. La communauté internationale doit en tenir compte alors de formuler des offres de soutien. Tous les efforts doivent tenir compte de l'importance d'instaurer la confiance et doivent chercher à promouvoir de façon transparente la sécurité et le bien-être humanitaire de la population. Monsieur le Président, conscient de la contribution des armes illicites à la dégradation de la situation sécuritaire, les A3 se félicitent du parachèvement du plan d'action national pour appliquer la feuille de route de la CARICOM sur la prolifération illicite d'armes à feu et de munitions. Nous prions le système onusien et la communauté internationale de soutenir les autorités nationales dans la mise en œuvre du plan d'action. Nous appuyons également les efforts consentis par les États membres et la communauté internationale afin d'endiguer le flux d'armes qui se retrouvent entre les mains des bandes criminelles et de leurs affiliés. Mais il ne faut pas entraver les efforts de la police à faire appliquer l'ordre public. Nous saluons les mesures d'ores et déjà prises par l'ONUDC, notamment grâce à la formation de la police, pour aider les autorités haïtiennes à gérer les frontières, à mettre un terme au trafic d'armes et de drogue, à lutter contre la criminalité organisée, à renforcer les capacités de l'État à recueillir des recettes publiques. Nous exhortons le Conseil de sécurité des États membres à agir contre les bandes criminelles, mais également contre ceux qui les soutiennent. Pour ce faire, il faut établir des mécanismes d'enquête et d'établissement de rapports de toute urgence. Les A3 déplorent les violations constantes des droits humains des groupes les plus vulnérables, notamment. Nous déplorons l'incapacité d'appliquer des mandats d'arrêt à l'encontre d'individus
soupçonnés de ces violations. Il faut que justice soit rendue pour toutes les victimes d'atrocités. Endiguer le flux d'armes de financement des bandes criminelles, garantir la responsabilisation en cas de violation des droits humains nous amène à soutenir le projet de résolution sur la sanction. C'est une mesure importante. Il est absolument capital de relancer tout le système de justice pénale. Nous appelons de nos voeux un soutien à Haïti pour qu'il puisse engager la réforme du secteur judiciaire afin de régler le problème des détentions préventives prolongées, afin de créer des bureaux d'aide juridictionnelle, d'accélérer le traitement des dossiers et de créer des registres fonctionnels. Nous prenons bonne note des enseignements de l'histoire ancienne et récente. La paix et le développement sont indissociables. La 3 rappelle que les efforts visant à remédier à la situation politique et sécuritaire doivent aller de pair avec un programme socio-économique. À cet égard, l'engagement de FMI doit être d'atteindre cet objectif. Nous sommes préoccupés par la déportation à grande échelle et inhumaine des dernières semaines et mois d'Haïtiens qui recherchent la sécurité. Il faut absolument que le droit international des droits humains et des réfugiés soit respecté par tous les États voisins. Nous exhortons les Haïtiens à se rassembler autour d'un idéal commun, reconstruire leur pays. La 3, une fois de plus, réitère son soutien à l'action du BINU. Son rôle est essentiel pour aider Haïti à gérer ces crises. Nous continuons d'appeler de nos voeux son renforcement pour apporter le soutien adapté aux besoins d'Haïti. En conclusion, les A3 disent leur solidarité envers Haïti. Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entendre le peuple haïtien et agir dans son intérêt en ce moment extrêmement périlleux. Merci. Représentant du Kenya, de sa déclaration, je donne maintenant la parole au représentant de l'Albanie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie le représentant spécial, Madame Lalim, pour son rapport et pour ses réflexions sur la dégradation de la situation en Haïti. Nous nous félicitons de ses suggestions et de ses recommandations. Je salue également la participation du ministre Généus d'Haïti et du ministre Gil de la République dominicaine, ainsi que de la participation de la francophonie et du Belize à cette séance. La situation désespérée et se passe de commentaires, donc je m'en tiendrai à quelques observations essentielles. Premièrement, le contraste ne pourrait pas être plus frappant. Haïti, la première république noire, est aujourd'hui le pays le plus pauvre des Amériques et confronté à une crise économique, sécuritaire et sanitaire aiguë qui a paralysé le pays et provoqué la destruction de l'ordre. Comme on l'a dit, quasiment tout dans le pays semble être dans l'impasse et s'être arrêté, à une exception, la violence des bandes armées et l'absence de loi. Les gangs dans la rue ont paralysé la loi, c'est leur propre loi qui l'emporte. Ils ont paralysé la vie normale, ils empêchent l'activité économique, y compris la distribution de diesel et d'essence, ce qui a paralysé les transports. Le résultat, c'est les pillages et les tirs qui sont devenus de plus en plus communs. Les gangs s'unissent et imposent leurs conditions aux acteurs politiques. C'est un symptôme de leur pouvoir, mais également de ce qui nous attend si la situation n'est pas rétablie immédiatement. Lorsque près de la moitié de la population d'Haïti connaît des niveaux très élevés de sécurité alimentaire, quand des milliers de citoyens de la capitale souffrent de conditions proches de la famine, quand toutes les garanties visant à empêcher la violation des droits humains et leurs atteintes ont été supprimées lorsque l'État n'a plus d'autorité, où ce soit la situation est arrivé à un niveau de crise et les personnes dans la rue ont le droit de demander où est l'État, où est la classe politique, qui est aux commandes. Cette situation extrêmement grave ne fera que se dégrader encore si on ne rétablit immédiatement à une certaine mesure de sécurité et de droit. La lutte contre les gangs, leur violence, leurs activités criminelles, leur corruption, la contrebande, le trafic d'armes, voilà qui devrait être la toute première priorité. C'est la première étape, c'est indispensable. Autrement, les gangs ne feront que l'emporter et leur pouvoir ne fera que se métastaser. Les véhicules blindés fournis par les États-Unis et le Canada sont extrêmement les bienvenus. Et comme si cela ne suffisait pas, cette situation complexe,
a provoqué une flambée de choléra, ce qui rappelle des souvenirs douloureux. L'absence de carburant a forcé les hôpitaux et les centres sanitaires à réduire leurs services. Les entreprises qui acheminent l'eau sont fermées, ce qui crée des conditions pour une crise exponentielle, les maladies dans le pays. Il est donc essentiel de créer des couloirs humanitaires pour faire en sorte que le carburant atteigne les hôpitaux et afin qu'on puisse faire face à la flambée de choléra. Parmi d'autres formes de criminalité, les gangs armés ont utilisé les viols, y compris les viols collectifs et d'autres formes de violence sexuelle pour créer la crainte, punir et faire souffrir les populations locales. L'objectif est d'étendre leur zone d'influence. On n'a pas envie d'être une fille ou une femme en Haïti aujourd'hui. C'est la conséquence directe de la très vaste impunité et de la disponibilité des armes et des munitions passées en contrôle depuis l'étranger. Il faut inverser la tendance pour que la vie ait un véritable avenir. Et l'appui de l'ONUDC sur le terrain est essentiel. Haïti a besoin d'aide. Il en a besoin maintenant. Ce doit être notre priorité. Nous appuyons les deux projets de résolution proposés par les États-Unis et le Mexique. Nous souhaitons sanctionner ceux qui sont responsables, ceux qui étranglent le pays tout entier et sa population. Nous appuyons également pleinement un mandat sécuritaire robuste et fort pour que les autorités, les forces de l'ordre aient les moyens nécessaires pour garantir des conditions de vie sûres et adéquates. Mais soyons clairs, il serait vain de penser que les solutions ne peuvent venir que de l'extérieur. La classe politique d'Haïti doit se reprendre, oublier leurs intérêts particuliers ou tout autre intérêt, à l'exception des seuls dont le pays a besoin et dont la population entend besoin. Les acteurs politiques ne peuvent pas être des spectateurs alors que la maison est en feu. Ils doivent être les premiers à éteindre l'incendie. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra rétablir la normalité avant de s'attaquer à d'autres questions et créer au moment approprié les conditions permettant aux élections d'avoir lieu. Nous sommes solidaires avec Haïti, le peuple haïtien. Le meilleur moyen pour nous tous de le montrer, c'est d'agir de manière urgente et d'examiner la demande d'aide du gouvernement haïtien au Conseil de sécurité. De sa déclaration, je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier la représentante spéciale, Madame Lalim, pour son exposé. Je souhaite la bienvenue au ministre haïtien des Affaires étrangères, ainsi que celui de la République dominicaine, ainsi que au représentant de Belize et à la représentante de la francophonie. Bienvenue à cette séance. La Norvège se félicite du fait que l'on a avancé cette séance à aujourd'hui. La situation en Haïti est alarmante. Nous sommes atterrés par les niveaux de violence qui sont signalés en Haïti, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre très répandue, comme le dit le BINU et le HCDH dans leur rapport publié vendredi dernier. L'on dit également que de nombreux enfants ont été tués ou blessés dans des échanges de tirs, même quand ils étaient dans leur maison ou à l'école. Les garçons et les filles sont forcés à travailler avec les gangs. La population, en partie les enfants en Haïti, doit être protégée. L'impunité en cas de violation d'atteinte aux droits humains doit cesser. Nous avons pris bonne note de la demande du gouvernement haïtien, demande d'une force armée spécialisée afin de faire face à cette crise sécuritaire aiguë. Nous nous félicitons des débats d'aujourd'hui sur la manière dont nous pouvons au mieux aider la police nationale haïtienne à améliorer la situation sécuritaire. Monsieur le Président, nous félicitons l'ONU ainsi que les travailleurs humanitaires pour leurs efforts sans relâche en Haïti pendant cette période difficile. Leur travail est essentiel, en particulier avec la résurgence très préoccupante du choléra. Il faut agir très rapidement maintenant pour stopper sa propagation, mais cela ne peut pas se faire s'il reste impossible d'atteindre les zones dans le besoin afin qu'elles profitent des services de base comme l'eau salubre. Nous répétons que les humanitaires doivent se voir donner accès, ils doivent avoir la liberté de mouvement et les biens doivent également pouvoir être transportés. La sécurité alimentaire est en hausse et donc nous condamnons fermement le pillage des entrepôts du PAM. Les civils ne doivent pas souffrir de la criminalité, pourtant c'est ce que nous constatons chaque jour. Les compromis politiques doivent être trouvés
pour parvenir à la conciliation et trouver une voie vers les élections. La seule solution pour Haïti, c'est une solution créée par les Haïtiens eux-mêmes. Il faut prendre des mesures pour rétablir l'ordre et la confiance pour le bien du peuple haïtien. Monsieur le Président, la Norvège considère que les sanctions telles qu'elles ont été proposées par les États-Unis et le Mexique peuvent être un outil important pour lutter contre la violence commise par les groupes armés et les réseaux criminels. Il est important que l'efficacité de ces régimes de sanctions, qui inclut des garanties de procédure régulière. Le Conseil de sécurité doit clairement comprendre comment traiter de ces questions pour l'avenir. Une option, c'est de prendre comme référence le processus existant, par exemple les services du médiateur. Merci. De la Norvège, sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame Lalime pour son exposé. Exposé très impressionnant. Je salue la présence des représentants d'Haïti, de la République dominicaine, de Belize et de la francophonie au Conseil. Je voudrais évoquer 3 points aujourd'hui au nom du Royaume-Uni. Premièrement, nous restons gravement préoccupés face à la dégradation de la situation humanitaire en Haïti. Les groupes armés bloquent les routes, empêchent le transport de carburant partout dans le pays. Le résultat, c'est que les services médicaux ne peuvent pas atteindre ceux qui en ont le plus besoin, y compris ceux qui souffrent de la flambée de choléra qui a encore aggravé les souffrances du peuple haïtien. Le carburant doit pouvoir atteindre les hôpitaux et les routes vers les hôpitaux doivent être débloquées afin qu'on puisse atteindre ceux qui en ont besoin. Les auteurs de violences des gangs doivent être tenus responsables. Ils ne doivent pas pouvoir à nouveau répandre l'instabilité et les souffrances. À cet égard, nous nous félicitons de la résolution sur les sanctions proposée par les États-Unis et le Mexique. C'est une contribution positive à la sécurité et à la stabilité d'Haïti. Deuxièmement, Monsieur le Président, nous avons pris bonne note de la demande urgente du gouvernement haïtien qui veut une aide internationale pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Nous attendons avec intérêt de nouvelles discussions du Conseil sur l'autorisation d'une mission d'aide telle que proposée par le secrétaire général. Mission d'assistance dirigée, prenant en compte les besoins haïtiens. La communauté internationale doit aider à rétablir une gouvernance effective et à lutter contre la violence des gangs endémiques. Les efforts internationaux doivent également appuyer un environnement permettant des élections libres et régulières qui doivent être tenues le plus rapidement possible. Troisièmement, le Royaume-Uni offre toute son aide au BINU afin qu'il continue à fonctionner dans des conditions très difficiles. Le BINU a fourni une aide très précieuse au gouvernement haïtien depuis le début de son mandat. Il joue un rôle essentiel pour créer un espace pour que les parties prenantes politiques conviennent d'une solution qui permette de rétablir la sécurité et la stabilité pour le peuple haïtien. Merci. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante des Émirats arabes unis. Monsieur le Président, d'emblée, permettez-moi de remercier Madame Hélène Lalime pour son exposé très complet et pour ses efforts en Haïti. Nous nous félicitons également de la participation des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Nous saluons également la présence des représentants du Belize et de l'Organisation de la francophonie à cette séance. Monsieur le Président, nous condamnons dans les termes les plus fermes les niveaux de violence extrême qui ciblent directement les civils, y compris les homicides, les enlèvements, le recrutement d'enfants, alors que les gangs continuent à contrôler les quartiers et les infrastructures essentielles d'Haïti. Nous condamnons également, dans les termes les plus fermes, les actes de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre et leur utilisation pour terroriser, humilier et contrôler la population. Une fois de plus, nous soulignons qu'il est indispensable de mettre un terme à la violence. Nous avons besoin de calme. À cet égard, nous nous félicitons des efforts du gouvernement visant à rechercher des solutions qui permettraient de réagir immédiatement à la violence et à la sécurité. Nous saluons les initiatives nationales, régionales et de l'ONU visant à élaborer des stratégies qui peuvent
renforcer les capacités de ces institutions afin qu'elles fassent face à la corruption et qu'elles augmentent de manière efficace la présence de l'État bien équipé à long terme. Nous souhaitons également discuter les options de la récente lettre du secrétaire général. Nous souhaitons œuvrer avec les membres du Conseil pour aider le peuple haïtien en cette période critique. Nous souhaitons notamment œuvrer avec les co-porte-plumes. Monsieur le Président, les récents rapports sur la flambée de choléra, la grave insécurité alimentaire et en eau et le blocage des infrastructures pour le carburant, notamment du principal terminal pétrolier, aggravent encore les graves difficultés socio-économiques auxquelles Haïti est confronté. Nous ne pouvons pas laisser cela dégénérer en une nouvelle crise sanitaire aiguë. Nous condamnons le blocage des services de base et de l'acheminement de l'aide humanitaire, et notamment le pillage des infrastructures critiques. Nous répétons qu'il est indispensable de garantir l'acheminement sûr et immédiat sans obstacle de l'aide humanitaire pour atténuer les souffrances des populations les plus vulnérables en Haïti. Il convient de ne pas oublier cela lors de nos discussions actuelles sur les mesures de sanctions pour éviter toute conséquence non souhaitée sur les efforts humanitaires en Haïti. Enfin, il ne saurait y avoir de réponse durable à long terme aux crises économiques, humanitaires et sécuritaires en Haïti sans trouver une solution politique dirigée, prise en main par les Haïtiens. Nous appelons toutes les parties prenantes à travailler ensemble de bonne foi pour parvenir à un règlement politique. Et nous continuons à appuyer le BINU dans le rôle qu'il joue à cet égard. Pour que ces efforts soient durables, le dialogue national doit être inclusif, en particulier avec la participation pleine, égale et significative des femmes et l'inclusion des jeunes, afin de créer un environnement propice à des élections pacifiques, dès que la situation sécuritaire le permettra. Tout retard dans les efforts visant à trouver une solution politique ne feront que pousser les gangs à poursuivre leur violence. En conclusion, les Émirats arabes unis continueront à participer de manière constructive aux discussions sur les mesures à prendre contre les acteurs armés en Haïti, y compris les mesures de sanctions qui sont actuellement à l'examen. Nous réaffirmons que nous nous félicitons des efforts du BINU et de tous les fonctionnaires de l'ONU en Haïti. Les Émirats arabes unis réaffirment également leur solidarité avec le peuple d'Haïti. Merci, Monsieur le Président. Représentant des Émirats arabes unis de sa déclaration, je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, je remercie le représentant spécial, Madame Lalim, pour son exposé. Je salue la présence des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et d'autres représentants à la séance d'aujourd'hui. Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général présenté la semaine dernière et l'exposé aujourd'hui de la représentante spéciale nous donne un tableau de crise sans précédent en Haïti. Le niveau de chaos, de complexité, de difficulté dépasse probablement tout ce que nous pouvons imaginer. La Chine est très préoccupée par l'aggravation de la situation sécuritaire et la flambée de choléra en Haïti. Nous sommes gravement préoccupés par l'incapacité et l'inaction du gouvernement alors que la violence des gangs sévit en toute impunité. Nous apportons toute notre empathie au peuple haïtien, notamment les femmes et les enfants, au vu des souffrances provoquées par le chaos actuel. Les partis politiques en Haïti oublient les souffrances de la population et continuent à lutter pour les intérêts personnels et de leur parti. Cela est extrêmement décevant. Tous les partis politiques et factions haïtiens doivent comprendre leurs responsabilités et leurs devoirs en renforçant le dialogue et en s'unissant pour parvenir à un dialogue sur les dispositions politiques, la transition qui permettra de sortir de l'impasse et rétablir l'ordre constitutionnel. Le BINU doit agir pour
pousser les partis et groupes politiques à aller au-delà de leurs différends, à mener des consultations politiques et à rédiger une feuille de route pour le processus politique. Nous nous félicitons du fait que les membres de la CARICOM soient prêts à faciliter le processus politique haïtien et aider le pays à sortir de l'impasse politique le plus rapidement possible. Monsieur le Président, éliminer le fléau de la violence armée, c'est un premier pas pour toute amélioration de la situation actuelle. C'est une condition préalable à une solution dans le pays. Les membres du Conseil et le secrétaire général comprennent bien la situation. Il y a un vrai consensus. La résolution 2645, adoptée par le Conseil en juillet, a indiqué que le Conseil était prêt à agir contre les membres des gangs et leurs partisans. Les porte-plumes sur Haïti, les États-Unis et le Mexique ont diffusé la semaine dernière un projet de résolution sur l'imposition de sanctions contre les bandes criminelles. Et nous nous en félicitons. La Chine appuie des sanctions ciblées, y compris l'interdiction des déplacements, le gel des avoirs et l'embargo sur les armes, entre autres, contre les membres des gangs et leurs partisans. Nous espérons que ces mesures seront robustes et efficaces et qu'elles permettront vraiment de changer la donne pour lutter contre la violence des gangs, réprimer les auteurs de violences des gangs et les canaux d'acheminement en armes des gangs. Nous espérons que les porte-plumes nous écouteront, nous les États membres, et qu'ils adopteront nos points de vue pour améliorer le projet et l'affiner, pour faire en sorte que la conception des sanctions soit rigoureuse et permette de régler fondamentalement le problème. Nous devons empêcher les membres des gangs d'utiliser les vides juridiques pour éviter les sanctions. Il ne faut pas non plus que ce régime de sanctions soit une simple formalité sans véritables effets. Monsieur le Président, la proposition récente du secrétaire général pour aider Haïti à améliorer sa situation sécuritaire mérite d'être étudiée attentivement. La Chine est prête à mener un échange de vues approfondi avec d'autres. Nous avons pris bonne note du récent appel du Premier ministre haïtien qui demande qu'une force spécialisée soit envoyée en Haïti. Nous avons également pris bonne note de l'opposition immédiate de certains partis et groupes politiques à la présence d'une force armée étrangère en Haïti. Alors que le gouvernement haïtien n'est pas légitime et ne peut pas gouverner, est-ce que l'envoi de cette force d'action rapide en Haïti bénéficiera de la compréhension, de l'appui et de la coopération des parties haïtiennes? Ou bien est-ce que cela rencontrera de la résistance ou même déclenchera une confrontation violente de la part de la population? Voilà ce que nous devons examiner de manière intégrée. Il faut que nous soyons prudents. Depuis les années 1990, l'ONU a déployé des missions les unes après les autres, la MINUSTAH civile, l'UNSTA, la MINUJUST et d'autres. Et maintenant, le BINU. Malheureusement, aucune de ces missions n'ont réalisé leur objectif. La pratique des Nations Unies en Haïti ces 30 dernières années a prouvé que des solutions rapides imposées de l'extérieur ne feront que produire des résultats temporaires. Il n'y aura pas d'effet durable sans une volonté forte, un objectif commun et la coopération de tous les secteurs de la société haïtienne. Le plaidoyer et les efforts extérieurs ne serviront pas à grand-chose. C'est le peuple haïtien lui-même qui détient la clé de la solution. La communauté internationale doit réfléchir à long terme et aider le peuple haïtien à trouver une solution locale, globale, basée sur sa propre situation qui est unique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions Madame Lalim pour son exposé. Nous saluons la participation à cette séance des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreux autres
de nombreuses autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Donc nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale, des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à néant tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajouté l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple. Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne. L'organisation des élections et des réformes indispensables. Comme le dit le rapport du secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, ce qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'un an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a aucune version inspirant la confiance expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons que l'ingérence extérieure dans le processus politique d'Haïti les actions des acteurs extérieurs, notamment le fait que les Américains considèrent que le pays est son arrière-cour, cela est inadmissible. Pour régler les problèmes politiques, il faut renforcer le potentiel de la police nationale haïtienne et régler le problème de l'accès aux infrastructures. Nous comprenons que les forces de l'ordre n'y arriveront pas seules. Nous avons examiné la réponse de la communauté internationale présentée par le secrétaire général à l'appel des autorités haïtiennes. Nous avons attiré l'attention sur les différents avis en Haïti à ce titre. Beaucoup de groupes étrangers ne veulent pas que l'on permette une intervention internationale et étrangère, en prenant en compte l'expérience pas très réussie de l'intervention étrangère dans le pays. Il faut prendre en compte cet avis et étudier attentivement toutes les conséquences de l'envoi d'un contingent étranger en format international ou régional sur l'île. Monsieur le Président, nous ne souscrivons pas à la volonté des parents officieux de ce dossier de combiner la question du blocage du port d'Haïti et l'instauration d'un régime de sanctions contre ce pays. Nous ne pouvons pas appuyer les tentatives visant à faire passer à la va-vite une résolution du Conseil sur les sanctions. Je rappelle que nous avons conditionné notre accord sur la discussion de l'instauration des sanctions par le Conseil à une évaluation approfondie de leur efficacité future, à la garantie de leur caractère ciblé, également à la prise en compte des conséquences humanitaires de telles mesures. Les sanctions du Conseil de sécurité sont un instrument sérieux à long terme qui exige une analyse approfondie et des négociations détaillées sur un texte, d'autant plus que le dernier régime de sanctions du Conseil ne remonte qu'à il y a 5 ans. Espérer qu'un document rédigé à la hâte, même entériné par le Conseil de sécurité, libérerait Haïti de tous ces maux d'un coup de baguette magique, voilà qui serait pour le moins naïf.
Dans le cas d'Haïti, il faut tout faire pour que les mesures prises visent à rétablir le contrôle de l'État et ne soient pas considérées, comme c'est souvent le cas, comme une punition de tout un pays et de tout son peuple. Les sanctions ne doivent pas faire obstacle à l'apport d'une aide socio-économique au pays ou étrangler les jeunes pousses du processus politique national. Nous appelons les auteurs du document à renoncer à la tactique de la course aux négociations et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Il faut enfin prendre en compte les propositions constructives et les préoccupations de nombreux membres du Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa délégation. Je donne maintenant la parole à la représentante de la France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également la représentante spéciale, Madame Lalim, pour sa présentation et je salue la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine, ainsi que les représentants permanents de Belize et de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président, alors que la situation ne cesse de se dégrader en Haïti sur tous les plans, le choléra a fait son retour dans l'île. Et cela est d'autant plus alarmant que l'assistance humanitaire et médicale pour lutter contre cette épidémie ne peut être librement apportée. C'est donc avec gravité que la France a pris note de l'appel lancé par le Premier ministre le 6 octobre dernier. Nous appelons la communauté internationale à rester mobilisée, mais également à redoubler d'efforts pour aider la nation haïtienne. Monsieur le Président, nous partageons le constat que dresse le secrétaire général dans sa lettre du 9 octobre. La situation sanitaire et sécuritaire appelle une réponse plus vigoureuse de la communauté internationale. L'objectif doit rester de soutenir beaucoup plus efficacement la police nationale haïtienne qui est en première ligne face aux gangs. C'est pourquoi la France est favorable à l'imposition de sanctions à destination de tous ceux qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Nous devons accroître la pression sur les groupes criminels, en particulier les gangs, ceux qui les aident et ceux qui les financent. Nous souhaitons que les travaux engagés au Conseil de sécurité puissent aboutir au plus vite. La reconstruction d'une justice efficace et la lutte contre l'impunité doivent également être une priorité si nous espérons un jour mettre un terme à la violence. Monsieur le Président, la France continuera d'exhorter tous les acteurs politiques haïtiens à trouver un accord menant à l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Dans le contexte actuel, la classe politique doit faire preuve de responsabilité afin de renouer le dialogue et de sortir de l'impasse. La France continuera également de se mobiliser afin de faciliter l'approvisionnement des plus vulnérables dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince et dans les provinces. Et le blocage du terminal de Vareux est à ce titre inacceptable car il compromet l'acheminement de l'aide humanitaire, il compromet la lutte contre l'épidémie. Monsieur le Président, la France ne peut se résoudre à la spirale actuelle et nous sommes prêts à faire davantage avec nos partenaires. Nous contribuerons activement aux discussions sur les projets en cours qui ont été présentés par les États-Unis et par le Mexique. Nous continuerons autant qu'il est nécessaire de mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide au peuple haïtien. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence, M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti. Excellences, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, qu'il me soit permis d'abord de saluer la présidence gabonaise du Conseil pour le mois d'octobre. Je salue également une fois de plus le travail de la représentante du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, pour la présentation de son rapport. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi
la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président, la convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nous Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste, inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot liberté et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universelles de respect de la dignité humaine que consacre la Charte de l'ONU. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, son Excellence, Dr Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gang et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour. Des pertes en vie humaine, kidnapping, destruction de biens publics et privés, viols, vols, pillages, menaces et intimidations. Ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra. Monsieur le Président, la résolution 2645 du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour 1 an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023. Conformément au dispositif 3, le Conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes, au plus tard le 17 octobre 2022. C'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour présenter un résumé du document que le Premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée
du 8 octobre en cours. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thor à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays, qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtées à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit. L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone franche de Caracol qui risque de fermer ses portes, incapable de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pillages, des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes. Monsieur le Président, cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats. Ils s'opposent à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers. Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays, cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition. C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne désemparée et qui affronte le terrible quotidien. C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité, le premier des biens. Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités. Dans ce contexte, le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, mandaté par le Conseil des ministres, a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'état d'avancement du dialogue national associant les parties haïtiennes, il convient, outre les différentes initiatives prises par le gouvernement et les principaux résultats obtenus depuis la prise de fonction du Premier ministre Ariel Henry en juillet 2021, de mettre en exergue pendant la période 10 post-résolution les principaux faits marquants des pourparlers politiques accomplis. L'initiative de la Troïka, secteur universitaire, secteur privé et secteur religieux comme facilitateur avec le support du BINU. En dépit des efforts déployés, elle n'a pas apporté des résultats encourageants. La commission de dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du Premier ministre, entamée notamment avec la visite au domicile de certains leaders du groupe Montana. Cette initiative appelée Compromis national, engagée par des personnalités de la société civile haïtienne avec le soutien du BINU, est celle qui a suscité beaucoup d'espoir.
En effet, un certain nombre de concessions majeures ont pu être réalisées de part et d'autre. Cependant, l'incompréhension des uns et l'intransigeance des autres ont fait capoter à la dernière minute un compromis trouvé avec une branche du groupe Montana. En vue d'élargir le cadre des négociations, le Premier ministre a associé le secteur privé aux discussions sur le devenir du pays. Le secteur privé a soutenu les principales réformes macroéconomiques du gouvernement, en particulier celles concernant les recettes de douane et la fiscalité. Le document de compromis national subventionné a été partagé avec le secteur privé qui est conscient d'un pacte national pour la mise en œuvre d'un plan de développement pour les 20 prochaines années. Les acteurs concernés semblent vouloir adhérer ouvertement à la démarche et seraient prêts à signer le compromis aux côtés des secteurs politiques et de la société civile. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil, pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien, avait précisément exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien pour faire face à la crise. Monsieur le Président, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux majeurs. La crise humanitaire et la résurgence du choléra exacerbent la situation. Pour finir, je renouvelle l'engagement du gouvernement haïtien à redoubler d'efforts en vue d'arriver à une entente politique qui permettra de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation des élections générales dès que les conditions de sécurité seront réunies pour remettre le pouvoir à des élus démocratiquement et librement choisis par le peuple. Je vous remercie de votre attention. Je remercie son Excellence, M. Généus, de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Roberto Alvarez Hill, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite la bienvenue à Madame Lalim, au ministre des Affaires étrangères, à la représentante de la francophonie, au représentant de la CARICOM. Tant a été dit et écrit sur la crise qui menace l'existence d'une bonne partie du peuple haïtien, un peuple stoïque qui subit une effroyable banalisation de la violence et la dégradation de l'environnement, de la santé, des phénomènes qui ont scandalisé la communauté internationale. Nous remercions les membres du Conseil de sécurité des efforts consentis pour réagir à cette situation d'urgence. Nous remercions le secrétaire général des efforts consentis pour assurer le suivi de la crise haïtienne. À l'heure actuelle, sur la base des informations dont nous disposons, il est légitime d'attendre que le Conseil de sécurité réagisse favorablement aux nombreuses demandes, notamment les demandes formulées par les autorités haïtiennes elles-mêmes et communiquées au Conseil de sécurité et à la communauté internationale. Une demande d'aide urgente pour endiguer les excès, les méfaits, les crimes des bandes organisées. Ces infractions hypothèquent le bien-être du peuple haïtien, le privent de l'accès aux aliments, aux services de santé de base. D'après le rapport du BINU, les principales victimes sont les femmes et les mineurs, ce qui nous a été confirmé par Madame Lalim aujourd'hui. Notre pays a déjà affiché son soutien dans les paroles et dans les faits à la demande d'aide formulée par le Premier ministre haïtien. Nous soutenons clairement un régime de sanctions et d'embargo sur les armes approuvé par le Conseil de sécurité à l'encontre d'individus ou d'entités tels que cela a déjà été fait par notre gouvernement. Comme si de telles calamités ne suffisaient pas, nous assistons à une flambée de choléra en Haïti qui pourrait entraîner des milliers de morts supplémentaires.
Du fait de sa forme de propagation et de ses incidences néfastes telles que récemment observées, la communauté internationale doit agir de toute urgence. Face à cette tragédie, les autorités et le peuple haïtien attendent une riposte efficace qui lui donne un peu de répit face aux catastrophiques conséquences actuelles. Nous l'avons déjà dit, tous les efforts visant à parvenir à la paix dans le pays doivent aller de pair avec un processus politique sans exclusive mené par les Haïtiens eux-mêmes pour parvenir à l'unité nationale ô combien nécessaire afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise prolongée. Cependant, nous sommes à un tournant décisif. La priorité est de pacifier et d'acheminer toute l'aide humanitaire possible pour pallier le désespoir de la population haïtienne. Face à la situation sanitaire alarmante et vu la facilité et la rapidité naturelle à laquelle se propagent les maladies, notre pays mène des programmes de santé et de surveillance épidémiologique au niveau de la frontière, en plus d'autres mesures visant à protéger la population dominicaine face à cette menace sanitaire. Monsieur le Président, nous faisons face à une crise humanitaire et une crise d'insécurité sans précédent en Haïti. Il convient d'y réagir de toute urgence. Nous n'avons pas de temps à perdre. Une fois de plus, nous exhortons le Conseil de sécurité d'utiliser tous les moyens à sa disposition afin d'inverser le cours des choses et d'éviter que la situation ne déborde des frontières du pays. 11 millions d'Haïtiens le réclament au seul organe multilatéral à avoir pour mandat et responsabilité de le faire. Monsieur le Président, il est évident que le mandat principal du Conseil de sécurité est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais ce principe est impossible si un citoyen, si un être humain ne peut donner à son voisin, comme aujourd'hui à Haïti, une accolade de paix et d'amitié. C'est essentiel pour l'esprit humain. Merci. Je remercie son Excellence M. Alvarez Hill de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Belize. Mr. President, I have the... Monsieur le Président, j'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 14 États membres de la CARICOM. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime, de son exposé et nous saluons les efforts du BINU afin de stabiliser Haïti. Monsieur le Président, la CARICOM reste vivement préoccupée par la situation dans la nation sœur d'Haïti. La paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité sont autant d'aspirations légitimes de tous les peuples qui auraient dû se concrétiser il y a longtemps pour le peuple haïtien. Mais il n'y aura pas de stabilité pérenne en Haïti sans une stratégie de longue haleine en faveur du développement durable pour renforcer les institutions du pays ainsi que son économie. Il est indubitable qu'un aspect incontournable de la stabilité est la sécurité. Et en Haïti, la violence en bande organisée, les violences sexuelles et fondées sur le genre et les enlèvements perdurent. D'élite, la sécurité plonge le pays dans l'anarchie, font des centaines de morts parmi les Haïtiens et perturbe le bon fonctionnement de la société haïtienne. La CARICOM condamne les combats, les exactions des bandes criminelles qui ont paralysé le pays. Nous insistons sur l'importance cruciale de renforcer les capacités de la police nationale haïtienne afin de rétablir la sécurité